Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des origines de Microsoft.net. Pour commencer, c'est un sujet que je souhaitais traiter depuis un paquet de temps maintenant. C'est un sujet vaste, en rassemblant toutes les informations que j'ai pu trouver, plus les souvenirs que j'ai de cette époque. Je suis vite arrivé à une grosse préparation de vidéo, donc je me suis dit que finalement j'allais la découper en 3 parties. Donc il y aura cette première vidéo à l'origine de Microsoft.net qui regroupe tous les événements, enfin on va dire tout ce qui s'est passé entre 1995 et 2002, année de sortie de Microsoft.net. Et puis une seconde vidéo, cette fois-ci sur les différentes versions du .NET Framework, et plus particulièrement des différentes implémentations de .NET. Car il faut savoir que .NET a été implémenté à plusieurs reprises sous différentes formes. Et enfin, la troisième et dernière vidéo reviendra sur .NET 5 exactement, en 2021, ce que l'on peut faire maintenant, le large spectre que l'on peut couvrir en termes de développement. Donc tout d'abord, cette vidéo, et même les 3 vidéos que je compte faire, elles sont destinées, je pense, à 2 types de développeurs. Le premier profil, ça va être le développeur débutant qui se renseigne sur, entre autres sur cette plateforme, Microsoft.net. Je sais par expérience, et on l'a tous vécu de toute façon, lorsque l'on souhaite aborder une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme, on part bille en tête sur des tutos écrits ou en vidéo sur YouTube, et on va chercher différentes informations pour savoir par où commencer, quel éditeur adopter pour faire du code, enfin quels outils il nous faut, quelles connaissances, est-ce qu'on peut se raccrocher à d'autres langages un peu similaires. Et on arrive toujours sur ce magnifique tutoriel que l'on a tous connu, le fameux Hello World. Donc forcément c'est un bon moyen, mais je me disais que pour .NET, si ça intéressait du monde, ça serait utile de savoir d'où ça vient, tout simplement. Pourquoi ça a été mis en place par Microsoft, et puis quelle a été l'évolution au fil des ans. Et puis le deuxième profil de personnes que j'espère que ça puisse intéresser, ça va être tout simplement les développeurs qui connaissent déjà Microsoft.net, peut-être depuis plusieurs années, peut-être même depuis le début, depuis 2002, et puis à ce moment-là, revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis, voir le chemin parcouru, et puis si ça peut vous intéresser, et puis découvrir quelques anecdotes, ce sera bienvenu. Donc une petite précision en revanche sur ce webcast, pour ce qui est de .NET Framework, je vais vraiment parler que du framework, en tout cas des implémentations. Je vais pas parler langage, ou vraiment très peu. Si vous connaissez déjà un peu .NET, vous savez que l'un des langages les plus utilisés, ça va être le C#. Typiquement, on en est à la version 9 maintenant, ça vaudrait le coup de faire une vidéo vraiment à part. Donc à la rigueur, je reviendrai dans une autre vidéo sur l'aspect langage associé à .NET. Donc avant d'aborder l'historique, vraiment le fil conducteur de cette vidéo, juste synthétiser peut-être la plateforme .NET si vraiment vous ne connaissez pas. C'est une plateforme créée en 2002 par Microsoft pour pouvoir faire du développement de logiciels clients lourds et de sites web. C'est vraiment les mots que l'on pouvait utiliser, en tout cas à l'époque. Le but était de pouvoir faire du client lourd, donc vraiment des logiciels pour Windows, que l'on pouvait installer, déployer en tout cas, ou alors du site web, des applications web. Le terme application web est apparu très très vite ensuite. Il y avait un troisième domaine qui pouvait être couvert, c'était la partie mobile. On est en 2002, on parlait bien entendu déjà de mobile, mais au travers de matériel que l'on connaît plus vraiment maintenant, qu'étaient par exemple les Pocket PC. Maintenant, .NET, on peut faire du développement toujours d'applications lourdes, mais on parle plus de clients lourds, mais d'applications lourdes, d'applications web avec ASP.NET, d'applications mobiles. Cette fois-ci, on va plus penser bien entendu à l'Android et à l'iOS avec Xamarin. On va pouvoir faire aussi de l'IoT, du développement pour l'Internet des objets, donc pour du Raspberry par exemple, mais on peut également faire du développement pour des jeux vidéo avec l'intégration de Unity. Bon, je reviendrai bien entendu plus dans le détail sur le .NET Framework dans la seconde vidéo. Donc, pour comprendre pourquoi Microsoft a créé la plateforme .NET, il faut commencer en fait en 95. En 95, Windows 95 vient de sortir,
Et lorsqu'on est développeur sur des systèmes d'exploitation Windows, plusieurs technologies, plusieurs langages existent. À l'époque, les langages et les technologies les plus utilisés, on va dire, on va se retrouver face à Visual C++ en version 4. On va être face à Visual Basic également en version 4. Et puis on va avoir un petit nouveau. Dans la partie, on va avoir Delphi. Delphi qui est édité par Borland en version 1, qui arrive en 16 bits, et après en 32 bits quelques mois plus tard. Et Delphi va se placer pile poil entre C++, Visual C++ et Visual Basic. Pourquoi ? Parce que Visual C++, tout simplement, c'est un langage, une technologie qui est difficilement abordable. Pas économiquement parlant, mais dans les connaissances. Vraiment, apprendre le langage, c'est assez compliqué. La gestion de tous les éléments codés est assez compliquée. On doit gérer nous-mêmes nos pointeurs, on doit gérer sa mémoire. C'est une approche qui est assez compliquée pour un développeur débutant. En revanche, Visual Basic, c'est tout l'inverse. On ne peut pas aller vraiment dans le fond des choses, on ne peut pas développer des choses aussi puissantes qu'avec Visual C++. Toutefois, c'est abordable très facilement. En quelques heures, en quelques jours, on peut très vite faire des logiciels clients lourds grâce à un IDE RAD qui permet de faire du glisser-déposer de contrôle. Pour faire un bouton, un label, un champ de texte, c'est assez facile. Donc le but de Borland, c'était de se dire on va créer Delphi, donc un nouveau langage, avec un éditeur associé qui reprend la puissance du RAD de Visual Basic pour la conception de formes, de fenêtres. Mais on va aussi aller un peu plus loin et s'approcher plus d'un langage bas niveau. Ça reste pas pour autant un langage bas niveau, mais que ça soit un peu plus puissant. Donc ça va vraiment se placer entre les deux. On est en 1995 et en termes de développement, on a surtout ces trois produits-là. Donc en 1995, on pense tout de suite à Windows 95, mais en réalité, côté développement, il y a aussi une avancée majeure, on va dire, c'est Java. Sun Microsystems présente Java. Ils le présentent et ils le mettent à disposition quasiment aussitôt. Ça a une importance par rapport à Microsoft par la suite. Il se trouve que lors de la démonstration de Java, il y a une démonstration qui porte sur un navigateur développé en interne par Sun Microsystems qui s'appelle HotJava. Le navigateur ne durera que 4 ans, je crois qu'il a arrêté en 99 ensuite, mais l'avancée majeure qu'il y avait dans ce navigateur-là, c'est que l'on pouvait directement coder en Java pour le web. Et ça, c'était plutôt pas mal parce que les technologies jusqu'alors, alors déjà le web, on était au début du web d'un point de vue développement dans le milieu professionnel, mais surtout là on avait, avec un même langage, on pouvait développer des applications console, clients lourds, mais aussi du web. Et ça a fait tiquer Microsoft. Donc on est en 95. En 96, quelques mois après la présentation de Java, Microsoft achète les droits. Ils achètent des droits d'implémentation à Sun Microsystems pour implémenter eux-mêmes Java dans une solution purement Microsoft. Ça semble plutôt étonnant de nos jours, mais ils étaient bien partis là-dedans en 1996. Donc il faut savoir que le but de Microsoft, c'était d'implémenter Java dans un outil visual. Quelque chose comme on connaissait Visual C++, Visual Basic. Et là, ils souhaitaient faire Visual J++. Vu que c'était pour Windows, et que bien entendu Java, et c'est toujours le cas maintenant, on a des JVM pour Windows, pour Linux, pour Mac, pour les différents systèmes d'exploitation, ils se sont dit, quitte à l'implémenter nous-mêmes dans un IDE, un environnement vraiment de code, de programmation, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire notre propre JVM. Donc ils ont fait une JVM spécifique Microsoft, qui s'appelait la MS JVM, mais qui ne respectait pas 100% de Java, des fonctionnalités de Java. Et l'éditeur Visual J++, c'était pareil, il ne respectait pas totalement la sémantique, en tout cas de Java et les fonctionnalités de Java. Donc c'est ce qui a mené Microsoft au final à un procès, parce qu'au début Sun Microsystems s'occupait assez peu de l'implémentation de Microsoft, de Java par Microsoft, mais après ça les a fait un peu plus tiquer, sans compter que, de ce que j'ai pu comprendre, Microsoft était soumis
auprès de Sun Microsystems à une validation en fait à chaque fois qu'il sortait une nouvelle version de Visual J++. Donc en 98, il y a eu un procès entre Sun et Microsoft qui a fait que Microsoft n'a plus le droit d'exploiter la marque Java. Donc là, ils sont arrivés dans un état un peu embêtant avec J++. 1998, ça peut vous parler si vous avez développé à l'époque avec Visual Studio 6. Ils commençaient à faire un rassemblement de leurs produits de développement sous la marque Visual Studio. Donc dans Visual Studio 6, on pouvait installer entre autres VB6 et Visual C++ 6. Donc à ce moment-là, Java est sorti déjà depuis 2-3 ans, et Microsoft a toujours ces technologies, mais ils souhaitent aller de l'avant. Donc s'ils font un point sur ce qui permet aux développeurs d'interopérer avec Windows, l'interopérabilité a toujours été quelque chose de très important pour Microsoft, bien entendu. S'il y avait quelque chose qui permettait aux développeurs d'interopérer avec le système d'exploitation, c'était COM. Les librairies COM, vous avez forcément vu ça quelque part une fois, les librairies COM pour Component Object Model. Typiquement, c'était des librairies écrites la plupart du temps en C, C++ ou même en Delphi, et elles permettaient d'interagir avec des outils tiers sur le système d'exploitation ou avec le système d'exploitation lui-même. Le souci, c'est que lorsque c'était écrit avec des langages bas niveau, comme le C et le C++ par exemple, l'allocation de mémoire, la gestion des pointeurs, la gestion des exceptions devait être vraiment très fine dans les librairies. Donc, en tant que développeur, quand on utilisait des librairies comme directement, on se soucie assez peu de tout ça. Et le problème, c'est qu'on pouvait très vite tomber dans des exceptions, des problèmes de mémoire et donc des freezes à l'écran, différents problèmes comme ça. Le concept était vraiment top parce que l'interopérabilité était là, on pouvait vraiment gérer plusieurs choses avec différents produits, avec Office par exemple, mais on pouvait être très vite confronté à des problèmes de performance ou des problèmes d'exception. Donc, au final, en 1998, Microsoft s'est rendu compte qu'ils avaient une plateforme managée en quelque sorte avec COM, qui permettait donc cette interopérabilité, mais ils n'avaient pas de langage managé. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils se sont rendus compte que tout était quelque part disponible pour faire du développement sur Windows. Toutefois, selon ce que l'on voulait faire, il fallait partir sur telle ou telle technologie, partir sur tel ou tel langage. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est tout simplement faire la même chose que Java au travers de la JVM, c'est de se faire une machine virtuelle, donc pas au sens une instance virtuelle comme on pourrait le connaître de nos jours, c'est de faire une machine virtuelle qui va exécuter un code, qui va interpréter un code, et non plus un code compilé, mais un code généré, pour le compte du système d'exploitation. Ce qui se passait en Java. En Java, vous faites votre code, vous allez le générer, et en réalité, c'est la JVM qui va exécuter votre code vis-à-vis du système d'exploitation. C'est grâce à ce procédé, bien entendu, qu'un même code va fonctionner, hormis pour certaines choses particulières comme l'accès aux données, enfin toutes ces choses-là. Ce même code va fonctionner sur Linux, sur Mac, sur Windows, grâce à la JVM qui, elle, va s'adapter en fonction du système d'exploitation. Donc le problème qu'ils ont, c'est que, comme c'est pas mal, mais ça nécessite à ce moment-là peut-être d'être revu, de faire évoluer comme, et peut-être même directement de le réécrire. Donc en 2000, en octobre 2000 exactement, il y avait la Professional Developer Conference, la PDC, donc un format qui n'existe plus maintenant pour les conférences Microsoft. Et ce genre de conférences, hein, comme on les connaît maintenant, était l'occasion bien entendu d'annoncer de nouvelles choses, de nouveaux produits, de nouveaux services. À cette époque-ci, ils ont choisi d'annoncer .NET. Sauf que contrairement à Java qui avait annoncé Java contrairement à Sun Microsystems qui avait annoncé Java en 95 et mis à disposition rapidement après, Microsoft a juste communiqué sur le fait que .NET allait révolutionner le développement et allait être inclus dans les prochaines versions de Windows. Donc à l'époque, en 2000, vous vous souvenez forcément de Windows Server 2000 si vous avez travaillé dessus, de Windows Millennium aussi si vous l'avez eu sur votre PC chez vous, et si vous revoyez un petit peu les dates, l'année d'après sortait Windows XP en 2001.
Et donc, dans leur diapo, lors de la conférence, ils ont annoncé que .NET serait inclus avec Windows Whistler, qui était le nom de code pour Windows XP, et avec Windows Blackcomb, qui devait être Windows 2003, qui a été abandonné pour faire suite directement à Windows Vista. Petite parenthèse, peut-être avez-vous connu Windows Server 2003, normalement il aurait dû y avoir aussi une version grand public de Windows 2003, qui était Blackcomb, mais qui a été annulée. Donc le but ici, c'était de se dire que .NET allait devenir l'épine dorsale, vraiment des systèmes d'exploitation à venir. Le suffixe .NET avait vraiment été ajouté à plusieurs produits à l'époque, mais très vite, ils ont supprimé cette marque pour les autres produits, mais le prochain SQL Server, de mémoire, qui était annoncé à l'époque, devait s'appeler SQL Server.net. Donc il faut savoir que en 2000, quand ils annoncent ça, en réalité, ils annoncent surtout qu'il y a un partenariat avec différents acteurs du monde informatique, comme HP et Intel, surtout Intel, avec qui ils ont beaucoup défini ce qu'était la BCL de .NET, donc vraiment toutes les librairies de code. Et puis ils ont fondé un projet, le projet 7, avec 7 universités, je crois. En tout cas, 7 dans la communauté des développeurs, avec 7 grands groupes pour définir les futurs langages. Parce que dès le début, ils sont partis pour qu'il n'y ait pas qu'un seul et même langage, mais avoir certes un nouveau langage, mais pouvoir aussi rassembler d'autres langages sur la même plateforme. À l'inverse de Java, où on peut coder qu'en Java, eux ils voulaient vraiment rassembler le C++ qu'ils avaient déjà avec Visual Basic, mais également Delphi, et puis pourquoi pas d'autres langages. Et il était prévu des langages comme COBOL, Eiffel. D'ailleurs, même dans la PDC, il y a un intervenant qui parle de COBOL pour .NET. Donc il faut savoir que ce sur quoi il parlait beaucoup, c'était les services. À l'époque, XML et SOAP arrivaient à grands pas, et le but c'était toujours l'interopérabilité. Dire on va faire une nouvelle technologie, et c'est pas parce que c'est une nouvelle technologie que ça ne pourra pas échanger des données avec Java ou avec d'autres technos. Le but c'était l'interopérabilité avant tout, et XML. XML. XML, c'est vrai que d'un côté c'était un format, c'était une belle révolution, parce que c'est un format assez strict, que l'on peut comprendre directement comme ça en le voyant, hein, sans avoir à faire un traitement. Et pour échanger des données, c'était top. C'était un peu lourd, mais c'était top. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant un an et demi, ils ont défini les différents langages qu'ils voulaient inclure à .NET, et ils l'ont sorti. Mais ils l'ont sorti en 2002, en février 2002 plus exactement. Windows XP était sorti en octobre 2001, quelques mois plus tôt, donc il était partiellement incorporé dedans, mais pas nativement, pas totalement en tout cas. C'est vraiment dans Windows Vista que on va avoir le premier OS de Microsoft qui inclut nativement un framework.net de manière complète. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à Java, en 2002, quand .NET sort, Microsoft arrive à être à l'égalité. C'est un peu exagéré de dire ça, faut être très sincère. Le framework n'est que dans sa première version. Sun Microsystems avec Java a déjà 7 ans d'expérience dans le domaine, à savoir que Java arrive à sa version 1.5, 5e version de Java. Et là, .NET est en version 1.0. Et contrairement à Java, ce qui va peut-être vous étonner si vous n'aviez pas cette information-là, .NET au début était payant. Était même pas forcément abordable financièrement. Pour faire un petit point là-dessus, et puis pour terminer cette vidéo, étant donné qu'on arrive au terme de cet historique, la première version de .NET sort en 2002, pour ma part, à l'époque, je travaillais pas mal sur Visual Basic 6 à titre perso, parce que j'étais encore étudiant, et quand .NET est sorti, j'ai voulu vraiment essayer cet éditeur, cette nouvelle technologie, et me mettre au C#. Sauf que c'était payant. Et du coup, j'ai pas mal économisé, j'ai vraiment pas mal économisé, et j'ai réussi à me payer la première version de .NET, et j'ai retrouvé la boîte exprès pour la vidéo, donc je sais pas si on va bien voir. Donc c'est la version initiation. Donc pour être très sincère, je me rappelle plus, j'ai oublié de regarder au préalable, je me rappelle plus les versions qu'il y avait de Visual Studio au début.
mais je doute pas qu'il va y avoir forcément une version professionnelle, une version Enterprise. Je me demande même si la version Enterprise n'était pas la version Ultimate. Et il déclinait les différents produits, en tout cas dans la première version, par langage. Et moi, pour ma part, j'avais visualbasic.net, parce que le peu que j'avais vu de C# me semblait extrêmement compliqué. Pour être très sincère, maintenant, j'ai du mal à refaire du Visual Basic, parce que j'ai du mal à retrouver les mots-clés de ce langage, mais c'était quelque chose d'avoir cette boîte-là. Et je sais pas si on peut le voir ici. Je sais pas si on le verra correctement ici, mais en fait, on a la date ici, 23 mars 2002, la sortie de la boîte. Voilà. Et à l'intérieur, on a tous les CD d'installation, et puis bien entendu, ils mettent vraiment en avant l'IDE qui permettait de faire du RAD très facilement. Voilà. À la rigueur, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, l'unboxing 20 ans plus tard de visualbasic.net version 2002. Voilà. Bon, j'espère que cette première vidéo sur les origines de .NET vous aura plu. Et puis j'essaierai d'aller un peu plus dans le détail dans la prochaine vidéo qui couvrira les différentes implémentations de .NET au travers de .NET Framework, .NET Core, etc. et Mono. Voilà.